Le 7-9, Patrick Cohen, sur France Inter. Bonjour les moines Noc. Bonjour. Vous êtes économiste, ancien député européen, responsable des questions économiques dans l'équipe de campagne de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Vous publiez Un insoumis devrait dire ça aux éditions du Cerf, dans lequel vous défendez, vous argumentez point par point les propositions de Jean-Luc Mélenchon. On va y venir, mais avant cela, j'ai retrouvé votre nom sur un autre livre paru il y a 5 ans à la page des remerciements. C'est celui de Benoît Hamon. Tournez la page, vous faisiez partie de son équipe, vous l'aviez aidé à élaborer ses propositions. Qui a changé, vous ou Benoît Hamon ? Permettez-moi, avant de vous répondre, de saluer la mémoire de Bernard Maris. Oui. Grâce à qui j'ai eu la chance de chroniquer sur cette matinale lors de la saison 2008. J'étais pas revenu depuis cette date-là et j'en suis un peu ému. Vous êtes le bienvenu dans ce studio. Alors, qui a changé depuis 5-6 ans ? Vous, Benoît Hamon ? Moi, je n'ai pas changé. Vous allez voir que dans le programme que je vais vous exposer, je disais exactement la même chose quand j'étais au Parti Socialiste. La différence, c'est que le Parti Socialiste aujourd'hui n'est pas forcément le mieux placé pour rassembler tous les Français qui ont envie d'autre chose que ce qui a été fait au cours de ce quinquennat. Mais là, on parle de propositions économiques. Est-ce qu'il y a une différence d'analyse de ce qui ne va pas ou d'intensité des mesures proposées ? Il y a le fait que aujourd'hui, la moitié des Français n'ont pas décidé ce qu'ils allaient voter le 23 avril et que la plupart de ces Français n'ont plus envie de voter PS. Donc est-ce que Benoît Hamon, même s'il pense beaucoup de ce que nous pensons à la France Insoumise, est le mieux placé aujourd'hui pour rassembler ces Français ? C'est pas forcément évident. Bon. Mais les choix de Jean-Luc Mélenchon, c'est de renverser des règles, de changer des règles auxquelles Benoît Hamon ne veut pas toucher, si on essaie de résumer l'esprit des deux programmes économiques ? Benoît Hamon doit jongler avec la droite du Parti Socialiste et il a quelques problèmes en ce moment. Le programme que nous proposons rompt radicalement avec tout ce qui a été fait depuis 30 ans et qui a échoué. Nous souhaitons une relance centrée sur la transition écologique. Nous souhaitons créer 3 millions d'emplois. Nous souhaitons, sur le plan social, augmenter les salaires, lutter contre la pauvreté et rétablir la retraite à 60 ans. Et puis, nous souhaitons engager une révolution fiscale qui permettra de corriger les inégalités, qui permettra de lutter contre la rente avec une amélioration de l'ISF, et puis qui réduira l'impôt sur les sociétés, parce que notre programme n'est pas contre l'investissement, il est contre la rente, il veut favoriser l'investissement et les salaires. Alors on va prendre les choses point par point. Vous l'avez dit au début, la base de votre programme, c'est une relance très importante, très forte, un plan de relance à 100 milliards d'euros d'investissement public financé par l'emprunt. Mais à qui allez-vous emprunter ? Au marché. Ah, au marché. 273 milliards, vous avez dit 100 milliards, oui, il vous manque 173 milliards en plus. Mais les 100 milliards, c'est ce que nous avons 173 milliards centrés sur l'urgence sociale et 100 milliards sur l'investissement. L'emprunt ne portera que sur l'investissement. Le déficit budgétaire moyen au cours du quinquennat, nous le prévoyons à 3,5% du PIB, c'est-à-dire pas plus que ce que Hollande a fait au cours de son quinquennat, sauf que nous engagerons une autre politique. Donc les taux d'intérêt n'ont aucune raison de se tendre plus qu'ils ne l'ont été. Et ce programme a été chiffré et il est parfaitement réaliste. Mais sur les marchés, avez-vous dit, pour les 100 milliards d'emprunts, vous pensez que les investisseurs étrangers vont se précipité sur l'emprunt Mélenchon ? Écoutez, vous ne serez pas effrayé par la perspective du programme de Jean-Luc Mélenchon, président ? Bien au contraire, c'est un programme qui, dès l'année 2018, nous placera sur une trajectoire de croissance à 1,8 puis 2%. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on peine à faire 1,1%. Et quand vous relancez l'activité économique de surcroît avec des activités utiles, vous allez engendrer des recettes fiscales qui permettent à l'État de se désendetter. Et en fin de quinquennat, nous prévoyons un désendettement à 2,5% du PIB. Donc les marchés n'ont aucune raison de spéculer contre une politique qui va relancer l'activité en France. Ils peuvent être effrayés par la perspective du fameux plan B, c'est-à-dire d'une
d'une sortie des traités européens et donc de l'euro? Écoutez, ce programme a été fait dans un cadre euro-compatible et avant le plan B, nous souhaitons engager ce programme dans le cadre d'une discussion avec nos partenaires. Et ce week-end à Rome, nous avons rencontré nos amis italiens, espagnols, grecs, portugais et autres. Et nous avons de nombreux amis en Europe aujourd'hui qui soutiendraient ce programme. Et même parmi les gouvernements actuels, j'en connais plus d'un qui souhaiterait que le rapport de force s'inverse pour convaincre l'Allemagne de changer un petit peu de fusil d'épaule. Et de faire modifier les traités européens, ce que vous souhaitez. Ces traités sont inapplicables en l'état. Je souligne que peu de pays de la zone euro appliquent le pacte de stabilité. L'Allemagne elle-même, sur le deuxième critère dont on ne parle jamais, le critère des taux d'endettement, est à 70%. Ces textes sont tellement dogmatiques qu'ils en sont devenus inapplicables. Ils sont devenus un corset. Et ceci justifie justement qu'on les rediscute. D'accord. L'emprunt sur les marchés, dites-vous, je suis un peu surpris parce que moi j'avais cru comprendre en écoutant la présentation, et puis en lisant les programmes, que vous pensiez vouloir emprunter directement auprès de la Banque Centrale Européenne. Dans le cadre du plan A, la Banque Centrale Européenne... Il faudrait modifier les traités pour le faire. Non, mais dans le cadre du plan A, la Banque Centrale Européenne a mis en place ce qu'elle appelle elle-même deux bazookas, qui sont des programmes de rachat de titres en cas de nécessité et en cas de spéculation contre les dettes souveraines. Et vous remarquerez que depuis septembre 2012, il n'y a plus de crise des dettes souveraines parce que la Banque Centrale rachète sur le marché secondaire des titres grecs, portugais, espagnols, italiens. Et c'est une chose de racheter sur le marché secondaire et de prêter directement aux États, ça reste interdit. Le fait de prêter d'acheter sur le marché secondaire détend les conditions d'émission sur le marché primaire. Ici, la Banque centrale joue le jeu pour tous les États, et nous irons voir les États du Conseil, mais nous irons également voir la Banque centrale pour lui demander de jouer le jeu pour éviter toute la spéculation dans le cadre de ce qu'elle a le droit de faire à l'heure actuelle. Est-ce que vous pouvez nous confirmer, Lilian Nock, le retrait, votre volonté de retirer de la bourse toutes les entreprises françaises? Non, mais ça, vous caricaturez ce qu'il y a dans le programme. Je sais pas, c'est la proposition numéro 20. C'est une proposition. Définanciariser l'économie, mettre fin à la cotation continue des entreprises en bourse. Continue. Et donc, alors, ça se passerait comment alors? Ça signifie qu'en cas de grosse spéculation, mais seulement en cas de grosse spéculation contre la bourse, comme il y a eu en 2008, ou comme il y a eu sur l'économie chypriote au moment de la crise chypriote, les autorités européennes ont fermé les banques chypriotes pendant quelques jours, souvenez-vous. Donc là, il s'agirait de supprimer la cotation s'il y avait vraiment une grosse tempête. Mais c'est pas seulement contre la bourse française. La bourse américaine en 2008 l'a subi et c'était à l'ordre du jour. Mais c'est une éventualité. C'est en cas de circonstances exceptionnelles. Absolument. D'accord, très bien. Lilian Nock, responsable des questions économiques dans l'équipe de campagne de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. On vous retrouve dans quelques minutes avec France Inter, le 7-9, intervenez. Au 01 45 24 7000, avec d'abord Denis qui nous appelle de l'Oise, de Picardie. Bonjour Denis. Oui, bonjour Monsieur Cohen. Nous vous écoutons. Et bonjour à votre invité. Une petite parenthèse, j'aimerais remercier votre invité par l'hommage qu'il a rendu à Oncle B. Il reconnaîtra Oncle B certainement. Oncle Bernard. Voilà. Oui, donc j'aimerais lui poser des questions sur le contrôle de la BCE. Sachant que celle-ci est un obstacle à la sortie de la crise, dans la mesure où elle encourage systématiquement les marchés financiers, l'austérité, j'en passe, la lutte contre l'inflation. Et sachant que cette même Banque européenne est statutairement indépendante et échappe aujourd'hui à tout contrôle démocratique, comment M. Jean-Luc Mélenchon va-t-il pouvoir contrôler cette même BCE sans l'adhésion de l'ensemble des pays européens et particulièrement les pays de la zone euro, sans changer fondamentalement les traités? Merci Denis. Lilian Nock. Écoutez, la Banque centrale n'est pas si indépendante que ça. Elle est mise dans le jeu à chaque réunion de l'Eurogroupe où elle a un représentant qui assiste. Et on a vu au cours de la crise grecque qu'il y avait une certaine connivence entre certains chefs d'État et le président de la Banque centrale pour éventuellement couper les liquidités à la Grèce. Donc ces décisions sont hyper politiques. Alors,
Après une réserve, la Banque centrale a changé de politique. À partir de 2012, elle est devenue plus keynésienne, c'est le jargon des économistes, que monétariste. Elle a arrosé massivement parce qu'elle craint la déflation aujourd'hui. Ce que craint la Banque centrale européenne, c'est une situation où vous n'avez pas assez de demandes en Europe, tant les politiques d'austérité ont tué la bête aujourd'hui. Et elle essaye par sa politique monétaire de relancer l'activité. Mais ça ne suffit pas. La baisse des taux d'intérêt ne suffit pas. Et ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est la politique budgétaire, c'est-à-dire c'est la dépense publique. Tout le monde le dit, le FMI le dit, la plupart des macroéconomistes le disent. Il faut aujourd'hui qu'il y ait des dépenses en Europe pour relancer la machine. Si les marges budgétaires existent, dit le FMI. Et la Banque centrale est même intervenue pour l'encourager implicitement, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, elle rachète tous les titres nécessaires s'il y a une tension sur les taux d'intérêt auxquels les États se financent. Donc, elle sent bien qu'il y a un rôle à jouer et nous allons appuyer là-dessus. Nous allons dire, puisque la situation est si grave en Europe que après la déflation, il peut y avoir une nouvelle récession, il faut aujourd'hui que tout le monde s'y mette pour relancer l'activité économique. Il faut que la Banque centrale accepte de continuer de jouer le jeu. La seule chose qui nous empêche de le faire aujourd'hui, c'est les traités européens. Je l'ai dit tout à l'heure, personne ne les applique. Donc il faut les revoir pour permettre aux États d'engager les dépenses publiques nécessaires. Bon, il faut quand même... Mais renégocier des traités européens, ça prendra beaucoup de temps. Et les années, ça ne se fait pas dans les mois qui suivent. Personne ne les respecte, là, je vous signale. Personne ne respecte le pacte de stabilité. Tout le monde s'arrange au Conseil de juin pour le contourner. Donc continuons. Une très brève question. Pourquoi est-il si urgent de les changer, ces traités, puisque, vous le dites vous-même, personne ne les respecte? Parce que c'est un corset. C'est pas un corset si personne ne les respecte. Un corset, ça impose un régime, même si vous n'y arrivez pas. Ça impose un régime, et le régime auquel sont assujettis les États, aujourd'hui, les place sur une mauvaise trajectoire. Oui, mais vous-même disiez à l'instant, et vous aviez tout à fait raison, que ces critères imposés par les traités n'étaient pas respectés aujourd'hui, qu'il y avait un accord en fait entre les capitales européennes pour ne pas les respecter. Alors pourquoi serait-il si urgent de changer les traités ? Parce qu'il y a un corset où vous avez un tableau de bord. Non mais attendez, on va regarder les détails, je vais répondre à Bernard Guetta. Il y a un tableau de bord dans une directive qui s'appelle par exemple le six-pack, que vous connaissez. Il y a un tableau de bord qui somme les États de respecter des critères budgétaires, mais aussi des critères de réduction du coût du travail, ça nos auditeurs ne le savent pas, et des critères de respect de l'équilibre extérieur. Tout ça forme l'armature des programmes de réforme et de stabilité que les États doivent concevoir dans le cadre de ce qu'on appelle le semestre européen, c'est-à-dire la conception des lois de finances de janvier à juin, et on impose aux États des réformes qui vont spécifiquement dans un sens. Ce que vous appelez dans le jargon bruxellois les réformes structurelles du marché du travail, c'est-à-dire la loi El Khomri à Paris, ou encore la consolidation budgétaire, c'est-à-dire les politiques d'austérité budgétaire, tout ça est imposé. Même si ça ne marche pas et que ça conduit ensuite les États à être beaucoup plus pragmatiques, on continue sur une voie qui nous envoie dans le mur. C'est ça que nous voulons changer. Pierre nous appelle de Paris. Bonjour Pierre. Allô. Oui, allô. Oui, bonjour, vous êtes à l'antenne, nous vous écoutons. Deux questions pour votre invité, que je salue. La première, est-ce que dans la réforme fiscale de Jean-Luc Mélenchon, il compte rétablir la demi-part que Jean-Marc Ayrault avait sauvagement enlevée, qui concernait les veufs et les veuves de ce pays? Et deuxièmement, à propos des niches fiscales, dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, L'Avenir en commun, il est indiqué que chacune des niches fiscales serait évaluée et éventuellement supprimée si elle est injuste. Et je pense en particulier aux niches fiscales culturelles qui consistent en des millions de cadeaux des contribuables aux plus grandes fortunes françaises. Et je prends pour exemple ce qui s'est passé jeudi dernier, où M. Hollande et Mme Hidalgo ont offert un cadeau à M. Arnaud, le musée des arts et traditions populaires, qui sera réhabilité aux frais des contribuables par M. Guéry. Merci Pierre Limonnoc. Alors, nous allons engager ce que j'ai appelé une révolution fiscale, c'est-à-dire que nous allons faire de l'impôt sur le revenu, qui est le seul impôt progressif,
pivot de notre système fiscal, et nous allons l'asseoir sur une assiette la plus large possible qui taxe tous les revenus du capital, les revenus du travail, les revenus de remplacement. Et donc il y aura une assiette sans niche fiscale. Je vais préciser ça pour notre auditeur. Il n'y aura pas de niche fiscale du tout. Il y aura même plus de quotient familial, puisque nous allons individualiser l'impôt, et nous allons remplacer le système du quotient familial qui est particulièrement injuste parce qu'il ne profite pas aux familles nombreuses pauvres, par un crédit d'impôt forfaitaire par enfant de 1 000 € par enfant. Comme ça, un enfant de pauvre et un enfant de riche vaudront universellement la même chose. Et puis, s'agissant des autres niches fiscales, nous allons les reconsidérer une par une. La Cour des comptes aujourd'hui estime qu'il y a 52 milliards de niches fiscales inutiles. Eh bien, nous en supprimerons 38 milliards, parmi lesquelles celles que vous avez indiquées. Vincent nous appelle de Paris. Bonjour Vincent. Bonjour. Nous vous écoutons. Merci pour vos émissions. Merci à vous. À l'heure du tétrapartisme et où rassembler la Tétra, gauche... c'est 4, hein. Voilà. Tétra, c'est 4, oui. Voilà. Où la gauche représente 28% à peu près, c'est-à-dire serait en tête si elle était rassemblée. Et à l'heure où l'Allemagne et la France pourraient basculer à gauche en même temps, et bien basculer à gauche, excusez-moi, j'ai un bébé, est-ce qu'il n'y a pas une faute à ne pas se rassembler dès le premier tour et du coup nous propulser dans les bras de Macron? Et j'aimerais qu'on nous serve pas le mythe du PS qui est au centre et dont on ne veut pas refaire la politique parce qu'il est en train d'exploser et si vous vous rassembliez, il exploserait. Merci Vincent Limonnock. Moi, je demande à nos auditeurs de regarder les sondages avec précaution. Ah bah de toute façon, vous voulez les interdire, c'est dans le programme L'Avenir en commun. Non. Ah bah si, il y a une mesure d'interdiction proposée dans l'Avenir en commun, une mesure d'interdiction des sondages en période électorale. Donc comme ça, c'est réglé. Ah bah ça serait pas mal, oui. C'est dans le programme, vous l'avez pas Oui, ça serait pas mal. Même sur les sondages, un candidat c'est mieux que deux. Même, mais comme vous passez votre temps à nous caricaturer, non, moi je passe mon temps à lire les programmes. Donc j'ai lu l'interdiction des sondages. C'est la raison pour laquelle je suis en train de vous dire, pour étayer ça, qu'il faut les prendre avec précaution. Mais même sans lire les chiffres qu'il donne, les chiffres qu'il donne aujourd'hui se font sur la moitié des Français qui ont décidé de voter. L'autre moitié n'a pas encore décidé ce qu'elle a voté. Et parmi ces 50%, la plupart des gens, moi j'en connais plein, qui ne voteront plus jamais PS. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut faire émerger autre chose. Par ailleurs, j'attire votre attention sur les enquêtes, et pas les sondages, les enquêtes brutes sorties sur des gros échantillons de 6000. Jean-Luc Mélenchon sort entre 16 et 18%. Vous voyez qu'on est au seuil du deuxième tour. Ça, il faut qu'ils le sachent, les auditeurs. D'où sortez-vous ces informations? Filteris. L'enquête Filteris, regardez, c'est public. Ah oui, alors attendez, Filteris, c'est un truc qui ne procède pas à des sondages. Mais je vous dis une enquête, c'est pas un sondage, c'est pour ça que je vous dis les sondages, il faut prendre avec précaution. Ouais. Moi, je regarde les enquêtes sur des gros échantillons qui ont prédit, par exemple la victoire du Brexit. Oui, d'accord. Mais Filteris, personne n'accorde aucune crédibilité à ce truc-là, à part vous. Beaucoup de gens accordent une crédibilité à ça, beaucoup plus qu'à des sondages qui sont systématiquement trompés. Bon, écoutez, on va... Est-ce que vous avez essayé... Attendez, moi quand je dis aux sondeurs, pourquoi vous nous appliquez un coefficient de 0,8 ? C'est-à-dire qu'on sort entre 16 et 18 et on multiplie notre score par 0,8 et on nous ramène à 11-12. Il y a un petit problème. Non, mais moi je connais pas tous ces chiffres. Il y a une commission des sondages pour vérifier tout ça. Mais on vous parle pas de sondage, Limonnock. On vous parlait de 2 candidats au lieu d'1, ce qui évidemment diminue les chances. Le candidat le mieux placé, c'est pas forcément Benoît Hamon aujourd'hui, qui a des difficultés pour rassembler son propre parti et qui est en délicatesse parce qu'il est estampillé PS avec une grande majorité de nos concitoyens qui par ailleurs font pas la différence entre un frondeur et un social-libéral et entre 2 rocardiens. Donc aujourd'hui, pour beaucoup de gens qui veulent pas aller voter, le PS a été aux affaires 3 fois au cours de ces 30 dernières années et à chaque fois on nous a fait une campagne de gauche pour appliquer une politique de droite. Donc ils veulent autre chose. Et c'est ce que nous leur proposons. Vous reconnaissez quand même que Benoît Hamon opère une transition lui aussi écologiste. Le programme de Benoît Hamon se rapproche beaucoup du vôtre et on a l'impression qu'il y a quand même une dimension historique qui échappe à ces 2 leaders et qui peine beaucoup d'électeurs, non ?
écoutez, je ne vais pas dire du mal de Benoît Hamon, mais enfin bon, à part Ah le non, revenu vous universel, incitez pas à en dire, hein. à part le revenu universel qui n'est plus du tout un revenu universel, je ne sais pas quel est son programme, quoi. Nous avons un programme achevé de 357 mesures chiffrées et parfaitement crédibles, et je pense que les Français vont nous juger là-dessus. Précision d'une auditrice, Colette, qui fait référence à l'appel précédent, ce n'est pas Jean-Marc Ayrault qui a supprimé la demi-part des veuves et des veufs, c'est Nicolas Sarkozy en 2008, c'est vrai. Une dernière question, Mathilde qui nous appelle de l'Isère. Bonjour Mathilde. Bonjour, merci. Nous vous écoutons. Bonjour, représentant de la France Insoumise. La question que je posais dans un contexte de pénurie de logements orchestrée conjointement par les pouvoirs publics et les pouvoirs économiques. Je voulais savoir qu'est-ce que la France Insoumise ferait contre la spéculation immobilière et foncière. Merci pour cette question Mathilde Limbanok. Nous projetons de construire 200 000 logements publics. Ça coûtera 18 milliards, ça a été chiffré et ça permettra de détendre le marché du logement. Bon, et ben voilà. L'avenir en commun, c'est au Seuil, c'est paru il y a quelques mois. Et puis, un insoumis devrait dire ça, où vous détaillez l'essentiel des propositions. Ça paraît aux éditions du CERF Limbanok. Vous restez avec nous car Augustin Trapenard va vous poser une